Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, alias Cerveau Musclé sur les réseaux sociaux. Salut Antoine. Salut Johan, merci pour cette invitation. Merci à toi d'être présent aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer cet épisode, tu pourrais te présenter, parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais actuellement dans le monde du sport? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans, je suis kiné depuis 7 ans. J'ai exercé pendant 7 ans en libéral, donc j'ai eu l'occasion de prendre en charge des sportifs. Et aujourd'hui, je travaille exclusivement en hôpital, en service d'oncologie. En parallèle de ça, en 2018, j'ai eu un master 2 en psychologie, contrôle moteur et performance sportive. J'ai écrit un livre avec Olivia Ferrand, qui est ostéopathe, tiens-toi droit, chez Flammarion. J'ai créé une formation avec Catherine Lapsy, justement autour des douleurs et des facteurs psychologiques. Et j'ai été enseignant en école de kiné sur ces mêmes thématiques. Ok, qu'est-ce qui t'a amené un peu à te diriger vers ce parcours? Globalement, le hasard, écoute, je voulais être médecin, j'ai fait le concours de médecine. Bon, bah, comme beaucoup, j'ai pas pu avoir médecine, mais j'ai eu kiné, ce qui était déjà pas mal. Je savais pas du tout ce que c'était qu'un kiné. Et en fait, au travers des stages et cetera, j'ai découvert, ce qu'est le métier de kiné et donc sans regret, j'aime beaucoup ce métier où, justement on peut quand même vachement aider les gens et être assez proche d'eux. Parce que les médecins sont un petit peu moins en général, en tout cas nous, plus que les médecins et du coup, c'est peut-être in fine un métier qui me correspond bien. OK, et par rapport à ton parcours sportif, est-ce que tu as eu un parcours sportif, atypique ou est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, en termes de parcours sportif, alors, oui, un peu atypique parce que c'est pas un truc qui revient souvent, mais moi j'ai fait de la course automobile au niveau amateur. OK. J'ai fait ça de mes 18 ans à mes 24-25 ans, un truc comme ça et je courais du coup en GT3 section amateur, donc sur des voitures, si tu veux, de grand tourisme, type Audi R8, Ferrari, Lamborghini et cetera, qui étaient préparées pour la course et ça m'a amené du coup à voyager un peu en France, même un peu à l'étranger, hein, pour ceux qui connaissent, à Spa-Francorchamps, au Nürburgring et cetera et du coup, voilà, ça c'est assez, atypique je pense comme type de sport et sinon, bah, depuis, maintenant je crois depuis 2-3 ans, je me suis mis à la musculation, bon surtout pour, bosser un peu et de l'entretien, hein. Je pense que ça se voit, c'est pas énorme et j'ai fait du tennis de table, en loisir et bon ça c'est le truc qui fait toujours sourire mais quand même c'est physique. Ouais, Et ouais, ouais, je confirme. c'est quand même assez physique, ouais et à Mmh. partir de l'année prochaine, j'aimerais m'essayer au volleyball. Voilà. OK, ça marche. Tout à l'heure, tu as parlé un peu d'oncologie. Est-ce que tu Oui. pourrais expliquer un peu ce que c'est? Je pense que c'est pas forcément, ça parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous en Alors dire un peu plus? oui, on va prendre un terme plus simple, donc c'est de la cancérologie, hein, ce sont 2 termes synonymes, donc je m'occupe de patients, qui ont eu des cancers. Là où je travaille, c'est des patients qui sont en général en cours de traitement, chimique, si je puis dire, donc chimiothérapie ou physique, radiothérapie et l'objectif, puisque ce sont quand même des maladies lourdes avec des traitements lourds, donc des patients qui sont très conditionnés et le but, c'est de pouvoir les rendre à nouveau autonomes et ça, c'est vrai que c'est un des grands rôles du kiné, c'est de pouvoir quand même gérer l'autonomie. Ce sont aussi des patients qui ont des douleurs, donc gestion de la douleur. Donc voilà, je dirais 2 grands pans, retrouver de l'autonomie et pouvoir gérer aussi les douleurs, en service de cancérologie, du coup. OK, et comment tu abordes un peu, ton travail du coup avec des patients qui sont atteints ou qui ont été atteints de maladies? Est-ce que tu abordes ça d'une manière différente par rapport à des patients «classiques» entre guillemets ou alors tu as une approche, différente? Ouais, alors c'est différent parce que le type de soin est un peu différent et le type de patient est très différent. En libéral,
C'était des patients qui venaient par exemple pour, des lombalgies, donc des maux de dos, des maux de cou, ça pouvait être des entorses de cheville, des déchirures musculaires. Bon, là, c'est vrai qu'on est plus dans, des patients qui sont un peu KO, qui ont perdu beaucoup de poids, hein, du fait du cancer et donc beaucoup de force. Et quand je leur explique mon travail avec eux, c'est de pouvoir leur rendre un maximum, en tout cas, leur autonomie antérieure. Donc, par exemple, c'est des patients qui peuvent plus se déplacer, sans être technique ou seuls. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir leur permettre de faire ça. Donc, pour arriver à ça, le renfort musculaire est quand même le number one par rapport à ça. Des patients aussi qui présentent des douleurs, donc ça peut être lié au traitement, ça peut être lié à la maladie, ça peut être lié à d'autres choses, donc pouvoir gérer les douleurs par rapport à ça. Des patients aussi qui présentent à cause des traitements des neuropathies, donc c'est-à-dire quand les nerfs fonctionnent moins bien, hein, pour faire vulgaire. Donc ils ont des troubles de la sensibilité, des troubles moteurs, et pareil, l'exercice physique peut être un très bon moteur pour ça. Donc c'est assez différent au final de la pratique libérale, mais comment dire, le grand socle technique reste un peu le même. OK, j'aimerais parler un petit peu des douleurs, terme qui est, je pense, très, très, très large et toi, tu as notamment travaillé, sur, le lien entre les douleurs et les aspects, psychologiques. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu pourrais nous dire comment on sait, comment tu peux avoir la certitude qu'une douleur est liée à un aspect psychologique par Alors rapport à un déjà, autre aspect? ouais, je vois ta question, mais déjà, alors, de dire qu'une douleur est psychologique, ça me paraît fumeux. Dans le sens où, je pense que 99,99 du temps, voire 100, il y a toujours une cause biologique sous-jacente, même si on ne la trouve pas à l'imagerie. Parce que, par exemple, des nerfs, on ne va pas les voir forcément à l'imagerie, les artères, il faut quand même des examens précis, heu, pour pouvoir voir ça, et ce sont des choses qui peuvent donner de la douleur. Idem, un ligament, par exemple, un ligament au niveau lombaire, qui est irrité, on ne va pas forcément le voir non plus à l'imagerie. Donc c'est pas évident, et pour moi, de dire à un patient, que sa douleur est psychogène, c'est, soit un aveu de faiblesse de la part du soignant, soit un manque de connaissances, soit un manque de volonté de chercher. Donc dans tous les cas, il y a un truc qui cloche. Par contre, de dire que la psychologie va influencer le ressenti douloureux et également l'expérience douloureuse, là, par contre, OK, je suis ton client. Effectivement. On sait que, par exemple, les personnes qui souffrent de symptômes dépressifs ou de dépression, hein, carrément, on sait qu'au niveau chimique, il va y avoir des grandes modifications. Par exemple, on a remarqué que, des patients qui ont des douleurs et qui sont, dépressifs ont plus de mal à inhiber leur douleur. Je vais expliquer ça très simplement. Si tu veux, la douleur, il y a plusieurs grandes étapes. Imaginons que je me pince, d'accord? Ça va activer certains neurones qu'on appelle des nocicepteurs. Facile, hein, nocice comme nocif et cepteur comme récepteur, donc récepteur des trucs nocifs. Ils répondent à des stimulations mécaniques, donc se pincer, prendre un coup, se cogner le petit orteil contre une table, par exemple. Des récepteurs, des stimulations chimiques et des stimulations thermiques. Donc, par exemple, avoir sa main sur un truc brûlant, voilà, on va retirer ça parce que ça fait mal. Mais là, je ne parle pas encore de douleur. Je parle bien de choses nocives. Du coup, ces petits nerfs, par exemple, là, sur l'exemple de la main, ça va remonter donc tout le long du nerf jusque au niveau de la colonne vertébrale, là où se situe la moelle épinière. La moelle épinière qui est le point d'accès des différents nerfs périphériques. Déjà, au niveau de cette moelle, il va y avoir des mécanismes, soit pour faciliter ce message nocif, soit pour le diminuer. Ça commence à être le bazar. Ces nerfs, au niveau de la moelle, vont remonter au niveau du cerveau, jusqu'au cerveau, mais tout le long du trajet, pareil, on a des portes d'inhibition et des portes de facilitation. Ensuite, ce message nocif arrive enfin au niveau du cerveau, et le cerveau va traduire ce message électrochimique en message physique de ressenti, et c'est là que la douleur naît. C'est là qu'on peut commencer à parler de douleur. Chez les individus dépressifs, par exemple, au niveau de la moelle, on sait que les portes d'inhibition fonctionnent un peu moins bien. On sait également qu'au niveau du cerveau, tout ce qui est inhibiteur fonctionne un peu moins bien. Et du coup, pour une même douleur, s'ils n'étaient pas dans un état dépressif, peut-être qu'ils auraient moins mal, mais avec leur état dépressif, ils ont plus mal. Ou alors, ça peut aussi rajouter de la charge mentale. Déjà que je ne vais pas bien dans ma vie, en plus j'ai des douleurs, ça en rajoute. Donc,
La douleur, c'est vraiment une composante multifactorielle et qu'on ne peut pas limiter juste à un ressenti physique ou en tout cas à des conséquences physiques et ça, c'est intéressant. OK, et par rapport aux personnes, je reprends ton exemple, qui sont, dépressifs, à quoi c'est dû concrètement qu'ils ressentent des douleurs plus intenses? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, en fait? Alors au niveau du corps, donc c'est pas facile à appréhender, mais grâce aux IRM fonctionnels qui permettent de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, on a des choses intéressantes. Donc par exemple, on voit que le cerveau se réorganise. C'est-à-dire que certaines zones qui fonctionnaient un petit peu moins vont fonctionner plus. Type les zones qui sont liées avec des émotions négatives. Donc la douleur peut faire partie, de cette région-là. Idem au niveau neurotransmetteurs, peut-être que la sérotonine est un peu moins efficace chez les patients dépressifs, bien que des supplémentations en sérotonine aient des résultats mitigés. Donc ça, c'est intéressant. Pareil au niveau GABAergique. Donc bref, si alors c'est pour faire plus vulgaire, au niveau, chimique, on va avoir des modifications et au niveau même, structurel, on peut avoir des modifications également. Donc ça, c'est vraiment important et le truc, c'est que par contre, ce serait prétentieux de ma part de dire: «Oui, je vais agir sur ces structures-là». En fait, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, on sait que ça existe et ça peut expliquer pourquoi l'individu dépressif, par exemple, ressent plus de douleur, que ce soit en intensité et cetera, qu'un individu non dépressif. OK. Est-ce qu'on aurait, différents facteurs psychologiques qui pourraient influencer, du coup, sur, les douleurs? Est-ce qu'il y a des catégories pour Oui, bien faire, sûr, donc ça? les troubles dépressifs, les troubles anxieux et dans des sous-catégories, on va voir par exemple tout ce qui est catastrophisme. Donc le catastrophisme, si tu veux, c'est 3 grandes choses liées ensemble. Ça va être l'amplification de la douleur. Voilà, j'ai mal au dos, c'est sûrement un truc très grave et cetera, donc vraiment d'amplifier ce truc-là. La rumination, donc de penser toujours, toujours, toujours à sa douleur, avoir un focus attentionnel dessus et également le sentiment d'impuissance que il y a rien à faire, cette douleur ne partira pas, j'ai tout essayé, j'ai toujours aussi mal. Ça, c'est le catastrophisme, OK, ces 3 grandes choses-là. On peut avoir, en plus, donc je t'ai dit catastrophisme, on peut avoir les syndromes, les comportements et croyances de peur évitement. Par exemple, j'évite de faire certaines choses parce que je pense que ça peut me détériorer, je pense que ça peut me faire encore plus mal. Ça, ce sont aussi des facteurs de, pérennité pour une douleur. On peut avoir aussi des stratégies maladaptatives, donc par exemple, un sommeil qui est trop court, donc par exemple dormir pas assez. Un sommeil qui est trop long également, dormir trop aussi peut augmenter, les douleurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Parce qu'en fait, il y a tellement d'exemples que forcément quand Mmh. tu m'en demandes, certains, il y en a tellement que ça ne vient pas tout de suite. Tu peux avoir ça, tu peux avoir aussi, donc on a dit l'hyperfocus attentionnel. Des stratégies où on se dit que ça ne dépend pas de moi, ça dépend que des autres. Donc par exemple, j'ai une douleur et c'est le kiné avec ses mains ou l'ostéo avec ses mains qui va tout résoudre. Moi, j'ai rien à faire derrière. Ça, ce sont des stratégies assez passives et en général, c'est corrélé avec toujours une pérennité de la douleur. Donc tout ça, ce qu'on a de la psychologie, hein, in fine et du comportement, vont être des facteurs limitants ou améliorants vis-à-vis des douleurs. Là, Il y en on a parle pas il y en mal. a une tripotée de plus, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Là, on parle du coup des douleurs, mais est-ce que bah, j'imagine ça peut aussi aller dans l'autre sens, dans le sens où j'ai une douleur et est-ce qu'il pourrait y avoir on pourrait être influencé du coup psychologiquement et voir notre douleur s'améliorer? Tu veux Non, dire des diminuer pardon, que on va avoir moins de douleur. donc des ah oui, des stratégies psychologiques qui font qu'on va aller mieux niveau douleur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, bien sûr. Donc déjà en fait, tu prends, ce qu'on a dit et tu fais un peu et on fait l'inverse. l'inverse. OK. C'est un peu vulgairement, ce serait ça. Hem, Par exemple, de rester actif, de faire attention à son sommeil, ça ce sont des stratégies actives et comportementales pour réduire ça. D'aller consulter, c'est aussi une stratégie active, psychologique. Hem, D'essayer de par exemple, si tu as un geste, je sais pas, je dis une bêtise, de lever l'épaule tout droit si ça te fait mal, d'essayer de conserver le mouvement, mais de faire un petit peu différent et que ça passe mieux. Ça, pareil, psychologiquement, c'est quand même hyper intéressant. Les stratégies de modulation de symptômes, donc par exemple, tu as une douleur, mais on a un moyen simple, de la diminuer assez rapidement, bien que ce soit pas pérenne. Ça peut aussi être utile. Bon, parfois, ça peut être aussi contre-productif, mais c'est à voir. Et pareil, tu vois, des patients qui souffrent de dépression, si ils arrivent à se traiter sur ce pan-là, on peut observer aussi une amélioration des douleurs.
OK, et est-ce que tu aurais, avec ton expérience, est-ce que tu aurais un pourcentage ou je sais pas, une part par rapport au nombre de patients que tu as pu consulter, par rapport, comment je pourrais formuler ça? Et est-ce À quel que, point les facteurs psychologiques agissaient sur la douleur des patients? ouais, exactement, voilà, je sais pas comment la formuler, mais tu l'as très bien fait. 80%. Ah ouais, à ce point-là? Alors en fait, si tu me parles d'être humain et que tu me parles pas de psychologie, tu me parles pas de l'être humain, du coup. Tous Ouais. les êtres humains ont des croyances, ont des comportements, ont des types de fonctionnement, et cetera. Donc nécessairement, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas croire, tout ce que tu vas faire par rapport à ta douleur vont avoir une influence, qu'elle soit positive, négative, voire neutre, par rapport à ces douleurs-là. Donc je dis 80% parce que je vois l'idée de ta question, mais si je devais Mmh. répondre de façon, bête et méchante, ce serait 100%. Ouais. Est-ce qu'un professionnel de santé peut facilement agir sur, les facteurs psychologiques du patient, du coup, pour essayer de nuancer la douleur? De dire que Est-ce c'est que facile, ce serait prétentieux. mmh, Mais on a pas mal de pistes de travail effectivement, ouais, que ce soit donc en général en pluridisciplinaire, donc que ce soit le kiné vis-à-vis du mouvement et cetera et des facteurs psychologiques directement liés au mouvement, que ce soit avec les psychologues également, qui sont quand même les professionnels de référence par rapport à ça. Ouais, je pense qu'on a des bonnes pistes. Maintenant dire que c'est si c'était facile, ça se saurait. On aurait beaucoup moins de patients avec des douleurs persistantes, chroniques, mais c'est quelque chose qui est faisable en tout cas, ça c'est sûr. et est-ce qu'il y a des outils ou des techniques comme, par exemple, je sais pas, tu es en kiné, tu peux utiliser, le massage, ça peut être un outil pour améliorer quelque chose. Est-ce que tu as des outils comme ça que tu peux utiliser pour jouer sur, les aspects psychologiques? Bien sûr, donc on va avoir tout ce qui est les thérapies cognitivo-comportementales qui sont comment dire? Des types de psychothérapie qu'en kiné, si on est formé, on peut les utiliser. On va avoir l'hypnose aussi qui peut être très utile. Le mouvement peut être aussi, une arme, psychologique puisque par exemple, faire des exercices qui sont un peu douloureux peut augmenter la confiance des patients par rapport à ça, donc c'est, très utile aussi. Le massage, effectivement, la thérapie manuelle en général peut être utile aussi pour travailler sur ce qu'on appelle l'interoception, le ressenti que le patient a dans son corps. Donc ça peut être aussi très utile psychologiquement. Ouais, on a pas mal d'armes effectivement pour gérer les douleurs, d'armes psychologiques pour gérer les douleurs, effectivement. Tu as parlé de l'hypnose. Est-ce que tu pourrais Oui. nous en dire un peu plus, comment on peut l'utiliser pour, à ces fins, Alors, du coup? je je vais botter un peu en touche parce que je n'y suis pas formé, donc je voudrais pas dire de OK. bêtises. De ce que je sais des grandes lignes, c'est que, et par exemple, j'ai une boîte, j'ai un bouquin. Si tu le regardes comme ça, tout droit, bon, bah, tu vas voir la tranche. Et juste, si tu fais l'effort de te déplacer, tu vas voir une autre partie du livre, une autre facette de la problématique. C'est un peu ça l'idée de l'hypnose, très vulgairement, et je sais que j'ai des amis kinés qui font de l'hypnose qui me tomberaient sûrement dessus, mais très vulgairement, on pourrait résumer un peu comme ça. C'est-à-dire considérer une autre facette, voir avoir un autre point de vue par rapport à la problématique. Dépersonnaliser, enfin, ou repersonnaliser un peu le problème, utiliser des métaphores, et cetera, pour avoir justement une emprise différente sur la problématique. OK. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça a l'air assez, complexe, c'est quelque chose que je connais pas trop, mais peut-être que j'aurai l'occasion un jour d'en parler avec Ouais, c'est quelqu'un. intéressant, ouais, effectivement. Est-ce que tu as déjà eu affaire à, parce que là on parle d'effets psychologiques, il y a l'effet placebo qui est assez connu. Est-ce que tu es souvent confronté à l'effet placebo? Est-ce que tu arrives à le remarquer Ah, chez les 100 patients? du temps, 100 du temps, de toute façon, l'effet placebo, ça, c'est inévitable. L'effet placebo, c'est, quelque chose, une substance inerte qui n'a pas a priori pas d'effet, mais qui pourtant en a. Donc déjà, juste sur ta façon de communiquer, tu vas induire de l'effet placebo. Mmh. Sur la façon de te présenter, tu vas induire de l'effet placebo. Donc, inévitablement, 100 du temps, dans le soin, on est confronté à cet effet placebo. Il y a peut-être une partie qu'on peut un peu maîtriser, mais je pense que l'immense partie de l'effet placebo, on n'y peut rien. Un exemple très simple, on sait qu'une manipulation quand tu manipules et que ça fait un crack, on sait que le crack en soi n'a pas d'effet particulier. Mais pour certains patients, ça peut être très rassurant de se dire: «Ah, la technique a marché». À l'inverse, pour certains patients, ça peut vouloir dire: «Ouh là ça a craqué, c'est pas bon, ça a déplacé le truc, machin», alors que pas du tout, mais c'est sa croyance. Et donc tu peux très vite induire des placebos et l'inverse du coup, des nocebos,
sans le vouloir, et ce, tout au long de la journée parce que c'est en fait, c'est inévitable. Ouais, je vais être surpris à chaque fois, je pense, par tes pourcentages parce que je pensais pas que c'était, 100 du temps. Je pensais que c'était Ah, dans des cas concrets où le placebo, c'est inévitable. En fait, si tu veux, par exemple, quand tu vas prendre un médicament, tu sais que tu vas ingérer une substance. Donc rien que le fait que ton cerveau est associé, prendre un truc et je sais par expérience qu'après ça va mieux, le simple fait déjà de faire ça, l'effet placebo commence à fonctionner. Il y a même des études, ce qu'ils appellent du open label placebo, donc c'est-à-dire du placebo ouvert. On dit à un patient: «Voilà, je vais vous donner un placebo». On sait que le placebo a des effets, physiologiques qui peuvent être positifs et cetera. Bah, juste le fait de faire ça, les patients vont mieux. La douleur des patients s'améliore. Alors, souvent, c'est sur du court moyen terme. Au long terme, on va revenir à l'état initial. Mais quand même, il y a même, alors ça, c'est le truc assez extraordinaire, des chirurgies placebo. Donc, dans le monde réel, ça n'existe pas, mais on fait des études là-dessus. Et par exemple, des gens qui avaient des troubles, des problèmes de ménisque au niveau du genou, qui allaient pour une opération. Il y a eu deux groupes de patients, un groupe qui s'est vraiment fait charcuter le ménisque et un groupe où juste le chirurgien, il a fait un coup sur la peau quand même pour qu'il y ait une cicatrice et que le patient ne puisse pas savoir s'il a été opéré ou pas. On a comparé sur un an, et bien les deux groupes de patients s'amélioraient de la même façon. Donc ça, c'est quand même extraordinaire que de se dire, même ça, en fait, le fait de savoir qu'on a été opéré pour un problème, juste le fait de savoir ça, va améliorer les choses. ouais, c'est quand même fou, en fait. Je savais qu'il y avait beaucoup d'effets, mais à ce point-là, c'est quand même assez, Ah, c'est que énorme. du ouais, c'est énorme. Donc c'est OK. pour ça quand on me dit, tu vois, qu'on gère de la douleur, est-ce que ce sont mes techniques qui améliorent le patient ou est-ce que ce sont tous les effets qui gravitent autour? Donc le patient, il se sent en confiance, je lui fais de la thérapie manuelle, bah, c'est ce qu'il attendait, il sait que ça lui fera du bien, ou je lui fais de l'exercice, lui, il se sent plus fort et c'est ça qui lui fait du bien. Est-ce que c'est l'exercice en lui-même sur ses, propriétés physiologiques qui améliore le patient? C'est sûrement un mix de tout, mais te dire à quelle proportion, le placebo, c'est le placebo qui a été, utile ou ça a été l'exercice en tant que tel qui a été utile ou la thérapie manuelle qui a été utile en tant que tel, compliqué. Il y a même des études qui parlent que, par exemple, pour la thérapie manuelle, c'est 70 de l'effet contextuel, de l'effet placebo. Donc ça remet pas mal de perspectives et c'est intéressant parce que déjà tu peux te rassurer en disant que, tout ne dépend pas de toi, réussite comme échec, et également que, bah, peut-être qu'il y a des clés pour justement potentialiser au maximum cet effet placebo et que gérer ça, ce serait peut-être, effectivement très pertinent. Ouais, t'as anticipé un petit peu une question que je voulais te poser, c'était comment tu peux prendre conscience de ce qui a marché ou non. Mais quand tu vois des patients, plusieurs fois par semaine ou sur du long terme, je pense que des fois, tu es amené à faire plusieurs fois la même chose. Est-ce que tu arrives tout de même à avoir des indices qui te disent: «OK, je pense que je suis sur la bonne piste» ou «Non, vaudrait mieux changer de manière de faire»? Bah, je me dis que si le patient s'améliore, je ne peux pas savoir pourquoi exactement il s'améliore. Est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est juste l'évolution naturelle des choses? Si je suis honnête, je te répondrai que je ne peux pas savoir. Maintenant, le patient s'améliore, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est ce qui intéresse le patient. Alors pourquoi changer une équipe qui semble marcher? Voilà. Maintenant, il y a des choses, par exemple, plus concrètes peut-être, genre le renforcement musculaire pour un patient, tu vois, qui ne pouvait plus marcher, depuis qu'il fait des exercices, il peut remarcher. Bon, bah, peut-être que ça, effectivement, c'est la bonne chose à voir. Il faut regarder aussi sur le bénéfice-risque. Ma technique, a priori, aurait tel bénéfice, tel risque. Est-ce que le bénéfice, est bien au-dessus du risque? Bon, bah, on peut y aller, quoi, on peut essayer. Moi, j'aime bien dire que j'essaie des choses. Je n'ai pas la science infuse, celui qui l'a, il faut absolument qu'il me contacte, parce que ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir également. Mais on essaye, on voit ce que ça donne, on sait qu'on a la recherche aussi pour nous dire, a priori, tel type de traitement pour tel type de patient semblerait le plus efficace. Donc, il vaut mieux, pour une vis cruciforme, utiliser un tournevis cruciforme, mais si on n'en a pas, peut-être qu'on peut utiliser un tournevis plat un peu plus petit. Si on n'en a toujours pas, peut-être qu'on peut utiliser une clé pour, dévisser le truc. Si on n'a toujours pas, peut-être un couteau.
Mais si tu as une vis cruciforme, tu vas commencer par ton vis cruciforme. Donc, la recherche nous dit a priori quel est le traitement le plus efficace pour telle population. Il vaut mieux commencer par ce traitement et ensuite, pourquoi pas, essayer les autres. Après, c'est du cas par cas, évidemment. C'est de la Mmh. science humaine, hein. La santé, c'est pas une science dure comme les mathématiques, la chimie, etc. Donc, il faut s'adapter aussi aux patients qu'on a en face de soi. Par exemple, en oncologie, oui, je sais qu'il faut qu'ils bossent, les patients. Je sais qu'il faut qu'ils fassent du renfort. Mais ils ont aussi besoin un peu de, si je puis dire, de douceur, d'humanité. Donc, de leur faire la thérapie manuelle, de les chouchouter, si je puis dire, c'est bien aussi, ça rentre dans une prise en charge de l'individu qui est en souffrance. Donc, voilà, comment tu adaptes tout ça, comment tu gères ça? Et je pense que c'est tout ça, en fait, qui fait partie de l'expertise et de l'expérience que nous, soignants, on peut avoir. Donc ça, c'est important. Sur le papier, oui, il faut faire du renfort, ça c'est vrai. On sait que c'est le traitement number one, mais par rapport à ce patient, peut-être qu'aussi je devrais utiliser telle et telle technique, tels et tels outils, mais pour l'aider, pour ce qu'il est comme individu. Ouais et puis ça nécessite de bien connaître, son patient. Est-ce que tu as des entretiens toi avec tes patients avant Ah de toujours, commencer, oui, oui, toute thérapie? systématiquement. Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de savoir avec qui je vais travailler et je pense que la personne en face de moi a aussi besoin de savoir qui je suis pour Mmh. savoir, bah, avec qui elle va travailler et de lui proposer un plan thérapeutique, de voir si ça lui parle, si ça lui paraît pertinent, si ça lui paraît adapté, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques, qu'elle aimerait évoquer. Pour moi, ça me paraît, indispensable. C'est comme si tu étais, coach de sport et que tu demandais pas à ton client, quels sont ses objectifs. Alors toi, tu vas peut-être lui balancer du 100 kilos au squat, mais il te dit: «Ah non, non, moi je veux juste retrouver de la mobilité». Ah et peut-être qu'effectivement, 100 kilos au squat, c'est peut-être pas adapté pour cette personne. Mais si tu Mmh. lui as pas demandé, tu ne peux pas savoir. Donc en kiné, dans le monde du soin en général, c'est Ouais, ouais. évidemment la première question à poser, c'est, «Qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Alors à l'hôpital, forcément, c'est un peu différent parce que bon, bah, les patients sont là, on sait pourquoi. Donc moi, je préfère leur dire: «Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé?» Et comme ça, ils me parlent un petit peu de leur vie, un petit peu de leur parcours, un petit peu de là où ils en sont et qu'est-ce qu'ils aimeraient et cetera et cetera. C'est hyper important, je trouve, effectivement. Une fois que tu as démarré, ton tout le processus, tu mets en place l'exercice, je pense, enfin même c'est quasiment sûr du coup, tu arrives à un moment donné où ils font un exercice, par exemple du renfo et ils vont avoir une douleur. Maintenant, des fois, les patients, ils disent juste: «Moi, ça me fait mal». Comment tu gères pour savoir si la douleur, c'est juste passager ou alors il peut y avoir quelque chose de plus profond? S'il faut stopper l'exercice, s'il faut changer, comment tu arrives à gérer cette douleur? Je sais que c'est une question un peu large, j'ai pas de réponse précise, mais j'aimerais bien savoir un peu comment tu procèdes dans ce cas-là. Alors effectivement, difficile de savoir si ça va être une douleur temporaire, si ça va être une douleur ou si tu as déclenché un truc, ça peut arriver, hein. Ça m'est arrivé, maintes fois. Très difficile de le savoir. Je crois que le plus simple, c'est encore de se dire: «OK, est-ce que c'est une douleur, tolérable? Est-ce que c'est une douleur qui vous inquiète?» et cetera et en fonction des réponses, bah, pourquoi pas, continuer l'exercice, réduire l'intensité, faire une pause ou, changer d'exercice. Par exemple, si le patient me dit: «Ouais, non, là, ça me fait trop mal», bon, bah, OK, je suis pas non plus un salaud, je suis sadique, mais quand même, et de lui dire: «Bon, OK, on va changer d'exercice» et cetera. Donc vraiment adapter, oui, par rapport aussi à ce que dit le patient et il faut le questionner sur son ressenti, du coup. Et ça t'arrive des fois de carrément stopper des séances juste, pour une douleur si tu devais, uniquement par exemple travailler sur une zone? Est-ce que ça m'est arrivé d'arrêter une séance? Non. Par contre, de changer de type de thérapie, oui. Par exemple, j'ai eu des patients qui ont commencé des exos: «Hein, ça me fait trop mal». OK, essayons de la thérapie manuelle, par exemple, tu vois? Il faut, je pense, être flexible, effectivement. OK. J'aimerais aborder un 2e sujet toujours un peu en lien, avec la douleur, mais sur un cas un peu plus spécifique qui, je pense, va parler à pas mal de monde. C'est les maux de dos. C'est quelque chose, qu'on retrouve quand même chez beaucoup de personnes, que je pense tu as dû déjà être, confronté. Je Comment on serais pas un bon je arriverait serais pas kiné sinon. ouais, bah, oui, c'est sûr. Comment on arrive à savoir si une douleur de dos est grave ou si c'est juste passager? Parce que souvent on a un mal de dos, on a tendance à se dire: «Ah, j'ai mal au dos, je sais pas, faut se reposer» ou ce genre de choses. Est-ce que tu as des manières de procéder pour évaluer la gravité d'un mal de dos? C'est très difficile. Ouais, je sais. Il y a des facteurs
qui vont tout de suite tirer une sonnette d'alarme. Si le mal de dos est associé à une perte de poids, qui n'est pas expliquée par, un nouveau régime alimentaire ou d'autres habitudes, c'est un warning, important. Si c'est un mal de dos après une chute, un choc, c'est un warning important. Si le mal de dos est associé à des troubles importants de la sensibilité et de la motricité au niveau, par exemple, des membres supérieurs ou des membres inférieurs, pareil, c'est un gros warning. En gros, tous les trucs un peu merdiques comme ça, c'est grave. Potentiellement, c'est grave. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est, mais ça mérite vraiment de s'y intéresser. Idem, si par exemple, tu fais pipi, caca, et que tu arrives pas à stopper le truc, que ça se fait tout seul, très grave, urgence. Si tu as un essoufflement très important associé, urgence. Donc tu as des signes d'urgence. Ça, c'est déjà la OK. première chose au niveau du triage à faire, ce qu'on appelle des red flags, drapeaux rouges. Voilà, là clairement, c'est pas pour une séance de kiné, ça c'est pour le service d'urgence ou alors en tout cas, pour des examens, complémentaires. Est-ce qu'à l'inverse, il y aurait des signes qui montrent que les maux de dos sont pas très graves? Notamment, par exemple, par rapport à la durée, des douleurs ou si ça survient par rapport à un événement spécifique, comme par exemple une séance de sport qui aurait été, traumatisante? C'est une bonne question parce qu'effectivement, comme on en a parlé, hein, on a des signes pour dire si c'est grave ou pas. Bah, en fait, on va faire l'inverse. S'il y a pas de signe de gravité, on peut se dire: «Bon, a priori, il y a rien de trop grave». Mais on n'a pas de critères précis pour dire: «C'est pas grave». On a que des critères pour dire: «C'est grave», potentiellement. On n'a pas de par exemple, si on a mal, juste pendant, on va dire, je sais pas, 2 jours et ensuite ça s'arrête, ça peut quand même être un signe de non-gravité? Oui et bah, alors, encore une fois, bon, parce que je suis quelqu'un de naturellement, peut-être trop prudent, mais s'il y a pas de drapeau rouge, là, je te dirais: «Oui, OK, c'est pas grave». Mais bah, tu vois, c'est bien qu'on en parle et ça tombe bien parce que j'ai eu un nouveau patient dans mon service de cancérologie aujourd'hui, électricien de profession et il faisait, son boui-boui et d'un coup, il a eu très, très mal au dos et en 2 jours, c'est 2-3 jours, c'est passé. Et 1 semaine plus tard, il a commencé à avoir une grosse faiblesse dans les 2 jambes et à force d'examen et cetera, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des métastases au niveau de la moelle épinière et que du coup, il avait un cancer de je ne sais plus où exactement. Mais donc tu vois, in fine, ce qui n'était pas grave révélait en fait quelque chose de très grave. Donc je te dirais, bon, déjà s'il y a pas de drapeau rouge, a priori ça élimine quelque chose de grave et que ceux qui nous écoutent se rassurent, c'est pas parce qu'on a mal au dos 2 jours que ça signe, une tumeur ou quoi que ce soit, hein, bien sûr. Mais c'était pour illustrer le fait que vraiment l'analyse des drapeaux rouges est importante et c'est que si on les a tous écartés qu'on pourra dire: «OK, a priori c'est pas grave». OK, ouais, donc finalement, le corps humain est très complexe et on peut jamais avoir de certitude, quoi. Compliqué effectivement. Est-ce qu'il y aurait des conseils pratiques que tu pourrais conseiller aux sportifs ou même aux non sportifs, à des personnes qui ont souffert ou qui souffrent de mal de dos? Des conseils pratiques pour, prévenir, pour, limiter le risque, d'apparition ou de réapparition de douleurs, dorsales ou OK, alors lombaires? ouais, bien sûr. Alors, j'ai des conseils à donner, effectivement. La première chose, c'est que, bon, c'est déjà difficile de prévenir un mal de dos. Je préfère rassurer de dire que, dans la grande majorité des cas, un mal de dos n'est pas grave. Ça fait partie malheureusement des trucs un peu chiants dans la vie. On peut avoir mal au dos, mais c'est très rarement grave, donc c'est la bonne nouvelle pour ainsi dire, c'est que oui, ça peut arriver, c'est chiant, mais généralement, c'est pas grave. En termes de prévention, ce qu'on aurait de mieux, bon, bah, la sainte base, alimentation, sommeil, activité physique. Je peux penser que, n'importe quelle activité physique, que ce soit course à pied, muscu, tennis, foot, n'importe quoi, fasse partie effectivement de l'équipe pour, diminuer le risque de mal de dos, effectivement. En termes de renforcement musculaire, je sais que ça peut être pas mal à la mode un peu, par exemple, sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, il y a des exercices de base que tu pourrais conseiller pour, renforcer et donc, limiter l'apparition du risque de blessure? Oui, bah, en premier truc important que je dirais, c'est déjà d'être vraiment progressif. C'est-à-dire que même si on commence n'importe quel exo et je dis une bêtise, si on commence le deadlift à 20 kilos, qu'on se dit: «C'est trop facile», faut pas monter direct à 90.
faut peut-être aller mollo, peut-être ensuite voir à 40 qu'est-ce que ça donne et être très progressif. Et même quand on se sent bien et qu'on veut charger un peu, toujours charger, mais vraiment petit à petit. C'est pas la peine de mettre plus 10 kilos parce que ça fait quand même des grosses diffs au niveau des structures, donc tranquille sur la progression. Après, en termes d'exo, donc tout ce qui est tirage vertical, ça peut être très bien. Tirage horizontal, c'est très bien aussi. Tout ce qui est l'espèce de banc à 45 là, où tu es allongé dessus et puis tu as la moitié du corps qui est vers le bas, les abdos à l'envers, si je puis dire, très bien aussi. Deadlift, très bien. Le squat, pourquoi pas. Le Jefferson curl, pourquoi pas, avec des charges pas trop élevées. Voilà, on a tout ça comme panoplie déjà, c'est pas mal pour commencer. Ouais, ouais, justement, j'ai te questionner sur le Jefferson Curl, qui est un exercice qui paraît dangereux pour certaines personnes, mais tu viens justement de le mentionner avec des charges plutôt raisonnables, légères. Donc ça casse un peu un mythe, comme quoi c'est justement un exercice pour la santé du dos. Alors l'idée, c'est qu'il y a effectivement ce grand débat, faut-il avoir dans les exercices de soulevé de poids, donc soulevé de terre, squat, Jefferson et compagnie. Bon, Jefferson, c'est impossible, mais faut-il avoir le dos en position neutre, ou la plus possible en tout cas? C'est une très bonne question. Euh, Ma problématique vis-à-vis de la littérature scientifique sur le sujet, c'est qu'on a analysé surtout jusqu'à des poids de 20 kilos. 20 kilos, c'est pas énorme pour quelqu'un comme toi et moi. Voilà, pour les individus sains, c'est pas une charge énorme. Et a priori, jusqu'à 20 kilos, on peut tout à fait soulever freestyle, dos rond, comme on veut. Ça pose pas de problème. Au-delà de cette charge, on n'a pas de données. On n'a pas de données robustes, on n'a pas de données fiables. Donc moi, je me pose une question, c'est, tu prends un powerlifter, tu lui dis, OK, c'est très théorique, hein, bien sûr, je Hmm. ne recommande pas de le faire, mais théoriquement, tu lui dis, OK, écoute, on va changer ta technique pour arriver à une technique dos rond. Bon, si on le fait commencer à 20 kilos, puis 30, puis 40, puis je sais pas moi, sur 2 ans, tu le fais soulever jusqu'à 200 avec une technique dos rond, donc très progressif. Est-ce qu'il va se blesser? J'en sais rien. Je vais répondre sincèrement que j'en sais rien. En l'absence de données, peut-être que je recommanderais de ne pas le tenter. Par contre, si tu demandes à un powerlifter qui soulève à 200 kilos de changer sa technique, donc de passer à dos rond et de ressoulever directement 200 kilos, je suis à peu près sûr qu'il va se blesser. Pourquoi? Parce qu'il a changé de technique. Et lui, il était habitué, ses structures sont habituées à soulever avec telle technique. Comme si je demande à un marathonien de changer sa technique en plein marathon, il y a des grandes chances pour qu'il se fasse mal au genou, etc. Alors qu'en temps normal, ça serait très bien passé. Donc, je répondrais qu'en dessous de 20 kilos, on s'en fout un peu. Au-delà de 20 kilos, en attendant d'éventuelles hypothétiques études, etc., peut-être qu'il est préférable effectivement d'avoir une façon de soulever plutôt neutre, ou en tout cas de continuer dans la même technique s'il n'y a pas eu de problématique particulière. Euh, pour mes patients, en général, ils ne soulèvent pas plus que 20 kilos. Et j'essaie de déconstruire avec eux l'idée que la flexion, donc de se pencher en avant, c'est pas bon. Ce qui n'est pas vrai, on l'a dit, en dessous de 20 kilos. Au contraire, ça peut être une gestuelle très utile et ça permet aussi, si jamais tu dois soulever des charges légères toute la journée de façon répétée, ça permet aussi de varier les mouvements parce qu'on sait que la répétition peut fatiguer les structures. Donc, de varier les mouvements, c'est cool aussi. Et du coup, de déconstruire cette idée est vraiment intéressante pour des charges à nouveau en dessous de 20 kilos. Au-delà, je mets mon veto, je dirais que je ne sais pas. Donc, dans le doute, adoptons une technique neutre. Voilà. Ouais, c'est intéressant et j'espère que ça va déconstruire un peu ce mythe qui est ancré malheureusement, je pense, dans la tête de plusieurs personnes. Ouais, tout à fait. Voilà, pour ramasser une bouteille d'eau ou un stylo, on s'en fout, quoi. Même un Mhm. pack d'eau, on s'en fout, c'est bon. Par contre, pour soulever un frigo pour un déménagement, ouais, peut-être qu'il faudra faire gaffe, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou alors, un jour, on nous montrera, peut-être, qu'en fait, ça change que dalle et qu'on pourra le faire. Mais en attendant ce jour qui n'est pas encore arrivé, eh bien, soyons peut-être prudents et dans le doute, abstiens-toi. Donc, voilà, ce que je conseille. Ce que je conseille. C'est vrai, je te rejoins là-dessus. Pour des personnes qui souhaiteraient soulager des maux de dos qu'ils ont, est-ce que, enfin, j'aimerais avoir ton avis sur plusieurs techniques qu'on retrouve. Je vais te les énoncer et je vais te laisser après
à acquiser ou non, tout ce qui va Je être, peux je peux déjà te répondre que si c'était aussi simple, on n'aurait pas autant de problèmes avec le mal de dos. ouais, Si ça peut annoncer la couleur déjà. ça peut, mais généralement des personnes, elles vont avoir mal au dos et elles vont se dire, par exemple: «Je vais m'étirer ou je vais faire des massages pour, heu, pour soulager». Ouais, Est-ce que c'est prouvé, par exemple, que ça pourrait être efficace? ouais, ça peut aider, ouais, effectivement. Les 2, les étirements comme Ouais, les massages? les 2, tout à fait, ouais. OK, et tout ce qui va être, des pratiques par un professionnel de santé comme par exemple l'acupuncture et l'ostéopathe, par exemple? Au niveau de la littérature, effectivement, ce sera plus discutable. Pour ce qui est de l'acupuncture, pourquoi pas s'il y a déjà, encore une fois, la base, solide, donc c'est-à-dire pas de drapeau rouge, alimentation, sommeil, activité physique et quand même une consultation chez un professionnel de santé si le problème perdure. Pourquoi pas en complément, effectivement, pourquoi pas. Après voilà, encore une fois, je vais être très modeste sur mes connaissances, donc de dire que l'acupuncture sert à rien serait, prétentieux, insolent et je veux pas être, ce personnage-là. Donc je dirais que j'en sais rien, mais je dirais voilà par, convenance et par prudence, peut-être d'abord quand même avoir un avis de professionnel de santé pour être sûr qu'il y a rien de particulier. Concernant l'ostéopathie, question houleuse, hein, forcément. Mmh. Hem, je vais donner mon avis qui, encore une fois, qui ne fait pas foi. Je dirais qu'il y a des ostéos qui vont utiliser globalement de la thérapie manuelle. Bon, ça on a des preuves d'efficacité, il y a pas de problème. Là, peut-être où ça me poserait plus problème, c'est quand il y a des praticiens, donc c'est pas l'apanage des ostéos forcément, hein. Il y a aussi des kinés qui proposent ça, des médecins et cetera, donc je viserai pas les ostéos en particulier. Mais si l'ostéo dit: «Ah oui, le problème vient de votre foie», enfin ostéo, kiné, médecin d'ailleurs, «vient de votre foie, vient de vos reins, il faut que je draine le foie, il faut que je détende le rein» et cetera. Moi, je mettrais quand même un veto et une méfiance parce que de quoi on parle, comment avec juste les mains on peut détecter un problème de foie, enfin, là, ça me paraît déjà plus douteux, donc vraiment méfiance par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, si c'est un ostéo qui fait de la thérapie manuelle, bah, on va retrouver ça aussi chez un kiné, par exemple. Bah, la thérapie manuelle, pour le coup, est universelle, hein. Le kiné et l'ostéo vont faire la thérapie manuelle à peu près de la même façon. Enfin, il y aura a priori de toute façon les mêmes effets physiologiques. Donc là, oui, on a des preuves d'efficacité, effectivement. Donc là, je dirais, c'est plutôt, praticien dépendant, parce que comme il y a des kinés, hein, ils te collent, sous électrode, lampe chauffante, ils envoient 3 autres à la fois et voilà, ça, c'est pas de la belle kinésithérapie, c'est pas du soin. Donc à titre perso, si j'ai mal au dos entre un kiné qui fait électrode, lampe chauffante et un ostéo qui me fait de la thérapie manuelle, si j'ai mal au dos, je vais voir, l'ostéo qui fait ça. Maintenant, si j'ai le choix entre un kiné qui est très sérieux, un ostéo qui est très sérieux, peut-être que j'irai chez un confrère kiné. Pourquoi? J'en sais rien, peut-être par corporatisme, mais peut-être que quelque part ça me rassure aussi, j'en sais rien. Bon, j'espère que j'aurai pas mal au dos, comme ça j'aurai pas à choisir. Ouais. Question qui me vient, qu'est-ce que tu penses des anti-inflammatoires ou des médicaments pour contrer ces maux de dos? Évidemment, ça va dépendre du type de mal de dos, si c'est, Oui, récurrent ou quoi, mais de manière générale, qu'est-ce que tu en penses? je pense que les gens déjà, font comme ils peuvent, donc effectivement ils vont chercher à se soulager et on peut pas leur reprocher ça. Maintenant je dirais de faire attention parce que ça reste des médicaments qui sont pas anodins, notamment pour les anti-inflammatoires, hein, avec, des, complications, au niveau cardiovasculaire, au niveau gastrique, donc attention. Je sais que c'est vendu sans ordonnance et cetera, mais prudence tout de même vis-à-vis de ces médicaments, mais bon, bah, quand on cherche à se soulager, on fait ce qu'on peut, hein, bien sûr. Les antidouleurs classiques, c'est pareil, hein, paracétamol, bon, bah, c'est pas anodin pour le foie et cetera, mais pareil, on veut se soulager. Le Doliprane codéiné, pareil. Bon, attention, parce qu'il y a quand même de la codéine, donc attention aussi à l'accoutumance et cetera. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, mais je peux pas dire que je suis contre, l'usage de médicaments pour se soulager, c'est humain et c'est normal. Mais Mmh. peut-être, voilà, faire un petit peu attention aussi parce que c'est jamais des traitements anodins en soi, quoi. Vaudrait mieux les prendre vraiment en cas de grande nécessité plutôt que directement se ruer dessus, par exemple, et ne pas Oui, faire, oui, oui. Si effectivement, si la douleur reste, supportable, peut-être plutôt effectivement aller chez un kiné, aller chez un ostéo de confiance et cetera.
Si vraiment c'est insupportable et que personne n'est dispo, bon, bah, c'est humain, hein. Je peux pas blâmer les gens de vouloir, soulager leur douleur, évidemment. Ouais, Mais bien encore une sûr. fois, c'est pas des traitements anodins, donc prudence quand même. OK. J'aimerais revenir un petit peu sur, les massages dont on a parlé, juste avant, mais cette fois-ci dans un but de récupération, sup après un événement sportif. Dans un Oui, premier temps, est-ce que tu pourrais, citer un peu comment ça agit sur les tissus, tissus musculaires, conjonctifs et mmh, cetera? Et est-ce ouais. que ça va aider réellement à récupérer, suite à un effort? Deux questions en une. Ce qu'on sait par rapport au massage, c'est qu'il va y avoir 2 grands effets. Il va y avoir un effet, interoceptif, c'est-à-dire le ressenti de ton corps, et un effet, physiologique où ça va stimuler, me demande pas pourquoi, je ne sais pas, la production d'hormones antidouleurs, anti-inflammatoires, et cetera. Donc, d'un point de vue, récup, vis-à-vis de la douleur, donc courbature, et cetera, peut-être que ça peut effectivement avoir un petit effet. Vis-à-vis de la récup au niveau des marqueurs, biologiques, donc au niveau, inflammatoire, au niveau, dommages musculaires, et cetera, bon, a priori, non, ça a pas trop d'effet. Donc ça, c'est vraiment ça serait plutôt utile dans un but de De soulagement et douleur, pour, ouais, tout à fait. Ouais, courbatures et c'est ça. cetera. Ouais, tout à fait. OK, et je te repose exactement la même question, mais avec, les étirements. Voilà, pareil, Mmh. 2 questions en une. Bon, les étirements, c'est pareil, il y aura pas vraiment d'effet sur la récup. Maintenant, si ça fait du bien au sportif, si lui, il se sent bien en les faisant, très bien, ça mange pas de pain, il y a pas de souci. Mais, si le sportif le fait, ça lui fait pas spécialement du bien, mais qu'il le fait par pure croyance que ça va l'aider à récupérer, non, a priori, ça va pas aider à récupérer. En soi, ça agit pas directement sur les tissus, ça va pas, Oui, ça au agit sur les tissus, mais pas sur les marqueurs d'intérêt, en tout cas, dans la récup sportive. ouais, donc vaut mieux se focaliser sur la base de la récupération qui est, je pense que tout le monde le sait, le sommeil et l'alimentation. Et voilà, exactement. Et voilà, encore une fois, le massage peut faire du bien effectivement, hein, dans cette optique-là, niveau douleur, et cetera, donc pourquoi pas? Et l'étirement, si ça fait du bien, oui, si c'est par contrainte et que ça saoule le sportif, il peut arrêter, c'est pas ça changera pas grand-chose. OK. Je me questionnais sur une autre pratique utilisée par, je crois que c'est surtout les ostéopathes, les kinés, je sais pas, tu me diras, c'est, les ventouses. Est-ce que, la pratique des ventouses, est-ce que c'est reconnu pour, soulager des douleurs, aider à la «récupération», je mets des guillemets, et cetera? Alors aider la récupération, je vais mettre peut-être un frein puisqu'il n'y a pas de preuve à ce jour que ça aide à la récupération. Encore une fois, il y a des critères très subjectifs, donc oui, si ça fait du bien à quelqu'un, bon, bah, OK, il se fait des ventouses, ça lui fait du bien, très bien, mais en termes de réelle plus-value, je suis pas sûr. Il y avait même des études avec des ventouses placebo, hein, donc qui aspiraient, très, très peu. On avait grosso modo les mêmes résultats sur des patients qui avaient des maux de dos. Après ça, c'est valable quasiment quelle que soit l'intervention, en fait. C'est ça le truc intéressant avec la douleur, c'est que c'est tellement complexe, ça demande, tellement de processus que tu peux prendre une thérapie, même thérapie manuelle versus une fausse thérapie manuelle où tu fais semblant de manipuler, et cetera. Ça aura sensiblement les mêmes effets, donc c'est là où ça devient intéressant et un peu tricky. Maintenant, bon, les ventouses, pareil, ce qui est, là, il faut faire attention, c'est qu'il y a des effets secondaires aussi. Ça peut faire, de sacrées marques, ça peut faire des hématomes, et cetera, donc attention. Surtout s'il y a une incision pour faire sortir du sang, là, vraiment attention, plus le risque infectieux, et cetera. Pour une plus-value qui est quand même questionnable et pas énorme, de mon point de vue, hein, et de ce que j'ai lu dans la recherche. Et attention à ceux qui vendent ça sur les réseaux, mais je pense à un ostéo en particulier avec qui je m'étais pris le chou, mais c'est en dehors de ça. Forcément, lui, il est formateur en ventouse, donc il veut défendre ça, je comprends. Mmh. Mais Ouais. attention parce que ça se fonde sur pas grand-chose, en fait. Donc vraiment attention par rapport à ça aussi. OK. Est-ce que tu pourrais résumer un peu de manière générale, quand quelqu'un a une douleur un peu quelconque, j'ai l'impression que du coup, par rapport au kiné, au coach et cetera, il y a des pratiques qui s'avèrent efficaces et quand on les recommande, généralement, c'est quelque chose de positif et d'autres qui sont un peu, je vais utiliser le mot surcotés, mais Ouais. comme par exemple, qui sont pas forcément prouvées. Est-ce que tu pourrais faire un petit résumé un peu des choses qui sont Oh oui, ça positives va être et des rapide. choses Ouais. qui sont négatives? Mais
évidemment, ça va être général puisque Bien sûr, chaque cas est spécifique. oui. Dans les trucs qui fonctionnent, ce qu'on a globalement, on a la thérapie manuelle, on a le renfort progressif, le retour progressif à l'activité, tout ce qui va être mobilité, étirement, donc ça peut aussi inclure, pilates, yoga et cetera. Bon, tout ce qui est mise en mouvement et progressif, ça marche bien. Ce qui marche moins bien, c'est tous les produits de la technologie, ondes de choc, ultrasons, ventouses, tape et cetera. Je dis pas que ça aide pas, mais c'est pour moi pas les traitements de première intention. Ça peut être du plus, mais c'est jamais un traitement pour moi, c'est jamais un traitement unique et isolé. Ça, c'est OK, important, je pense, ouais. OK. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit un peu là sur, la récupération, les douleurs, les maux de dos, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête que tu aimerais, rajouter, qu'on n'aurait pas forcément, évoqué? Sur la récup, pas particulièrement, mais sur les maux de dos, oui, parce qu'après il y a tout le pan psychologique, hein, donc là, c'est vraiment l'adaptation, des traitements à qui est le patient. On prend pas une charge d'une maladie, on prend en charge un patient avec une maladie. Donc d'adapter son traitement par rapport à ça aussi, c'est vraiment important. Quelles sont ses croyances? De quoi il a peur? Est-ce qu'il pense que c'est grave? Comment on peut le rassurer? Comment on peut lui expliquer? Est-ce qu'il y a des choses à comment dire? Est-ce qu'il faut approfondir, certaines recherches diagnostiques, étiologiques et cetera? Enfin bref, voilà, il y a tout ça aussi à voir, hein. Si c'est encore une fois, si c'était si facile que ça, on n'aurait pas autant de maux de dos dans les cabinets et il y aurait pas autant de patients qui avec des douleurs persistantes. OK. Tu parles de l'approche, psychologique. Est-ce que tu as des conseils à donner ou des endroits où on peut aller se renseigner pour améliorer, par exemple, son approche si on est, qu'on soit kiné ou entraîneur ou quoi que ce soit? Bon, je C'est fais quelque mon chose placement de produit en disant que je fais une formation là-dessus. ouais, ça peut, hein, Voilà, je bah, suis pas contre. voilà, j'en parle. Effectivement, de s'intéresser à tous ces facteurs, donc pour en citer quelques-uns, on va avoir, on va étudier quelles sont les stratégies de coping du patient. Le coping étant, quelles ressources met en place le patient, quelle stratégie met en place pour faire face au problème. On peut avoir des stratégies un peu limitantes, d'autres qui vont plutôt aider, et cetera. Est-ce que le patient, a des redoute certains mouvements? Est-ce qu'il est très inquiet par rapport à sa douleur? Est-ce qu'il pense beaucoup à sa douleur, et cetera? Tout ça peuvent être des pistes à travailler avec nos patients, effectivement. OK et est-ce que tu aurais d'autres ressources à conseiller, mais cette fois-ci de manière plus générale pour les kinés qui nous écoutent ou pour, des entraîneurs ou des préparateurs physiques, je sais pas, des livres, des auteurs, des podcasts, des formations, je sais pas, des choses qui ont pu te servir toi dans ton parcours? Ouais, carrément. Je pense à une revue, un magazine de revue, alors je ne sais plus de quelle année il est, mais il est pas tout jeune, mais il était très, très bien foutu. C'était peut-être 2017, mais j'ai un doute. C'est dans Kinésithérapie, la revue, ils avaient fait tout un numéro sur la douleur. Très utile, je pense, pour avoir des bonnes bases. Pour approfondir, il y a un bouquin qui est pas mal, mais il faut se le farcir, qui s'appelle Expand Pain Supercharge. Avec le nom, tu sais que tu vas en chier. Ça, c'est pas mal. Il y a, comment ça s'appelle? Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Retrain Pain, je sais plus. C'est des ressources en ligne qui sont très utiles. Tu vas avoir sur YouTube une nana qui s'appelle Tamar Pincus qui est très bien. Tu vas avoir des comptes Insta, tu vas avoir Thinkin. Vous lui faire un jeu de mots entre pensée et kiné, Thinkin. La OK. chaîne santé, Touch of Science, Monsieur Clavicule, Clinic Guide. Est-ce que j'en oublie? C'est déjà pas mal. Il y en a plein d'autres. Il Ouais. y en a plein d'autres et désolé à tous ceux qui nous écoutent que j'oublie malheureusement. C'est assez honteux de ma part. Mais il y a vraiment plein de bonnes ressources, je pense, pour se tenir un peu informé, débuter un peu dans ce monde-là. Après, il y a pas de secret, hein. Faut lire de la recherche et en lire, en lire, en lire. Bon, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut quand même avoir une appétence pour ça. Il faut avoir un Mmh. intérêt pour ça. Mais ce sera toujours du plus, très clairement. OK. Dernière petite question avant de passer sur les mots de la fin. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon kiné? Un kiné, un bon kiné, je pense que c'est déjà quelqu'un qui a une bonne oreille et qui écoute bien ses patients. Quelqu'un de très humain, très empathique, qui va vraiment considérer le patient comme individu et non pas comme maladie.
qui va vraiment prendre en compte, ses projets, et cetera, tout son background aussi, psychosocial, qui va vraiment connaître l'individu en face de lui. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui essaye de se tenir régulièrement à jour de voilà, qu'est-ce que les traitements, comment fonctionnent les traitements. C'est quelqu'un qui doit être curieux et c'est quelqu'un qui doit se bagarrer auprès des médecins pour faire valoir son point de vue, pour dire: «Voilà, moi je pense qu'il y a ça, peut-être que tel examen ce serait utile» et cetera et qui va vraiment se bagarrer, qui va pas lâcher. Et puis aussi un bon technicien, hein, évidemment, avec une bonne connaissance technique, mais voilà, je dirais donc quelqu'un de très humain, d'un peu obstiné et qui se tient un jour et qui a un comment dire? Qui a une bonne technique, et manuelle et pour la prescription d'exercices et cetera. Voilà. OK, je pense que c'est bien résumé. Tu as réussi à joindre un petit peu, plusieurs aspects. Sur ce, je vais te laisser, le mot de la fin, si tu as un des derniers mots à dire ou des derniers conseils à livrer aux auditeurs. Alors mon premier conseil, ce serait, voilà, toujours de respecter la base, alimentation, sommeil, psychologie aussi, hein, le bien-être psychologique, ouais, j'en ai pas assez parlé, pourtant c'est tellement important et activité physique et que, en cas de douleur, même en cas de douleur persistante, vous êtes pas seul et même si je dis ça pour ceux qui ont du mal à avancer aussi, parce qu'il y a des patients qui ont des douleurs persistantes, qui ont du mal à avancer. Vous trouverez bien une équipe de thérapeutes qui vous correspondra, qui vous écoutera et qui voudra vraiment vous aider par rapport à votre problème, donc ne pas désespérer. Si c'est facile à dire, je sais, mais vraiment, il y a plein de super thérapeutes et ça peut le faire. OK et puis on a la possibilité d'aller voir un autre kiné, Ouais, sans un autre problème, psychologue et tout, je pense, libre choix du praticien, tout à fait. ouais. Et Antoine, merci beaucoup, d'avoir, répondu à toutes mes questions, durant le Avec plaisir, podcast. Johan, merci à toi pour l'invitation. Merci. Je vais mettre les liens de tes réseaux dans la description. C'est Cerveau C'est parfait, Musclé. c'est ça, Voilà, comme ça les auditeurs pourront voir un petit sans peu, ce que tu prétention, c'était proposes. parce que c'était rigolo. Ça marche. Je te remercie encore une fois et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci, Johan, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.